Si j'étais avocat, je dirais que l'affaire est entendue après ce film. Et je dois vous dire, c'est presque impossible et en fait très injuste de me faire passer après Tchalwa. Personne ne peut rivaliser avec Tchalwa. Mais je ferai de mon mieux dans le temps très limité qui m'est imparti. Je veux vous parler de l'endroit pour vous donner un aperçu du véritable rôle de la science et de la technologie dans la sécurité d'Israël aujourd'hui et de l'espace, en particulier dans la guerre en deux phases, à Mamkelafa il y a 1 an et Shah Shagat Ha'ari. Il y a 4 mois, la guerre entre Israël et l'Iran, d'abord Israël face à l'Iran. Dans la deuxième phase, les États-Unis et Israël affrontent l'Iran. Je vais cependant me concentrer sur Israël. Et je veux commencer. Et d'ailleurs, je ne vais révéler aucun secret ni aucun mystère. Je vais considérablement augmenter les mystères. Je veux commencer par une lettre très spéciale, incroyable, que nous, à Rafael Defense Systems, dans la direction de Rafael, avons reçu du général Omer Tischler, le commandant de l'armée de l'air israélienne, un jour après la fin de la guerre avec l'Iran, et je vais citer seulement la dernière phrase de cette lettre extraordinaire. Et ce qui est encore plus important, ce n'est pas le Mafri Hacham. Ce qui est encore plus important, ce n'est pas seulement la dernière phrase, mais le dernier mot de sa lettre au système de défense Raphaël. Ça se passe comme ça. L'Israélien, le commandant de l'armée de l'air israélienne, le général Tischler, nous a écrit ceci. Pour conclure, je voudrais réinsister sur le fait que sans Raphaël, nous aurions pu le faire. Tirette. Nous aurions pu le faire. Rien. Point d'exclamation. C'est très surprenant. Il n'a pas dit que nous pouvions faire moins. Nous avons dû utiliser d'autres équipements, d'autres types d'équipements israéliens ou américains. Cela aurait pris plus de temps. Nous aurions perdu plusieurs avions. Sans Rafael Defense Systems, nous n'aurions rien pu faire. C'est très difficile pour le commandant de l'armée de l'air israélienne de l'admettre, et d'ailleurs, ils l'ont utilisé de façon fantastique, mais admettre que le rôle principal, la règle majeure ici, c'était la science et la technologie fournie par Raphaël. Cette guerre, vous savez quoi, je vais me concentrer sur Amkel-Amkel-Avion, le premier round face à l'Iran, mais en fait, c'est à peu près la même chose pour le deuxième round. Nous voyons dans la guerre 4 étapes. Et c'est totalement une nouvelle ère et un nouveau type de guerre sur le terrain. Guerre sur le terrain, guerre sur le terrain, histoire mondiale des conflits armés. La première étape dit que cela m'a pris exactement 10 secondes. Je veux dire, cela a été préparé pendant de nombreux mois et années, mais il a fallu exactement 10 secondes pour fonctionner. La deuxième étape a pris 36 heures. Les 2 étapes étaient extraordinaires, inégalées et sans précédent dans l'histoire des conflits armés dans le monde. La 3e et la 4e étape ont pris 12 jours à l'époque et 40 jours maintenant. Quelle était la première étape? La frappe d'ouverture qui a duré exactement 10 jours secondes. Lors du coup d'ouverture, il y a 1 mois, il y a 1 an, à Amkelavit, nous avons réussi à tuer tous, pas certains, tous les commandants en chef et les principaux responsables de la sécurité de l'Iran. Tous. Le chef d'état-major de l'armée, le chef d'état-major des gardiens de la Révolution, parce qu'ils ont 2 armées différentes. Le commandant de l'armée de l'air, l'adjoint du commandant de l'armée de l'air, le commandant du système de défense aérienne, le commandant du commandement des missiles balistiques, le chef du renseignement.
Encore une fois, chaque fois c'est 2 fois. Oui, le ministre de la Défense de l'Iran, il n'y en avait qu'un, son principal conseiller, et 14 des meilleurs scientifiques qui travaillaient au développement de la bombe nucléaire. C'était il y a 1 an. Beaucoup de gens, et d'ailleurs, tous ont été interceptés dans les 10 premières secondes. C'était extrêmement important et ils n'étaient pas tous à Téhéran. Certaines de ces 40 ou 50 personnes dormaient à Téhéran, d'autres dans d'autres villes. Il était 2h30 du matin. Certains d'entre eux, comme le commandant de la force aérienne iranienne, se trouvaient dans le bunker du quartier général de la force aérienne iranienne. Ils étaient donc répartis dans plusieurs villes et plusieurs complexes à travers ce vaste pays, l'Iran, et tous ont été interceptés dès les toutes premières secondes. C'était très important car s'il y avait eu un écart, même de quelques minutes, certains auraient réussi à s'échapper. Donc c'était très important. Beaucoup de gens disent que c'est très bien, vous savez, un exploit du renseignement très impressionnant. Parce que comment avons-nous su, exactement 2h30 après minuit, environ 40 ou 50 personnes, où tout le monde reste? Pas quelle ville, quel bâtiment, parfois même quelle pièce dans l'appartement, ou quelle fenêtre, ou quelle partie du bunker souterrain. C'est très intéressant d'un point de vue du renseignement, mais le mystère est encore plus grand. Je ne vais pas vous donner les vrais chiffres, mais selon Wikipédia, d'après Wikipédia, j'ai lu cela. La frappe d'ouverture, cette attaque surprise, a été effectuée par 200 avions israéliens qui ont parcouru tout le trajet d'Israël jusqu'en Iran, beaucoup d'entre eux jusqu'à Téhéran, à 1500 km de distance. 200 avions, pas tous des F-35, pas tous des F-35, pas tous des avions furtifs, principalement des F-15 et des F-16 aussi, des F-35. C'est une armada, ce ne sont pas 4 avions, ce ne sont pas 12 avions. 200 avions ont décollé d'Israël et se sont dirigés vers l'est en direction de l'Iran. Ils ont dû traverser plusieurs pays, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, le Koweït, les pays du Golfe. Ils sont ensuite arrivés à la frontière iranienne avec encore 800 km à parcourir pour la plupart. La région de Téhéran. Les Iraniens étaient en état d'alerte maximale. Tous les radars étaient orientés et tous les capteurs dirigés vers l'Irak et le Golfe. Ils s'attendaient à ce qu'Israël fasse quelque chose et pensaient probablement que si Israël devait agir, ce serait au milieu de la nuit. 200 avions, ils n'en ont vu aucun. Ils n'ont même pas vu un seul avion quand nous volions vers eux, et aussi quand les avions étaient déjà au-dessus de l'Iran. Tout était ouvert, ils n'ont rien vu. Rien du tout. Les avions larguent alors des centaines de munitions, des missiles longue portée, des missiles balistiques, des bombes planantes. Ils n'ont rien vu. Ils se sont rendus compte que quelque chose se passait seulement lorsque tous les 40 ou 50 hauts commandants, ainsi que les scientifiques, soit 40 ou 50, ont été tués. Et ils ont entendu les explosions partout à Téhéran et dans tout l'Iran. Quelque chose est arrivé cette nuit-là. Je ne connais aucun exemple similaire où 200 avions volent et que vous les attendez au-dessus de votre tête. Et ça prend du temps, ça prend du temps. Il faut 1h30 pour voler d'ici à l'Iran ou à Téhéran. C'est long. J'ai vu tous les avions au-dessus de mon balcon à Jérusalem. Je pouvais remarquer les avions quand ils décollaient. Mais ils étaient complètement aveuglés cette nuit-là jusqu'à la frappe d'ouverture. Comment nous l'avons fait, je ne vais pas l'expliquer parce que je n'ai pas assez de temps. Parfois, il est bon d'être limité dans le temps. Mais vous
Mais vous pouvez comprendre qu'il y a un grand mystère ici. D'ailleurs, juste pour faire un parallèle avec un autre pays, avec une vraie superpuissance, Israël n'est pas une vraie superpuissance. Israël n'est pas une vraie superpuissance. Israël n'est pas une superpuissance. Nous sommes un tout petit État juif avec beaucoup de faiblesses. Nous manquons de profondeur stratégique, avons un territoire restreint, des frontières difficiles et seulement 9 à 10 millions d'habitants. Mais la Russie est une véritable superpuissance. La Russie est une véritable superpuissance. La Russie essaie depuis 4 ans maintenant d'éliminer Zelensky et ses principaux commandants. Et Kiev est bien plus proche de la Russie ou de Belgorod, en Russie, qui fait partie de la garnison militaire russe, que Téhéran. C'est seulement à 120 km de Kiev. La Russie, pendant 4 ans, n'a pas réussi à tuer un seul haut commandant, ni Zelensky, ni le ministre de la Défense, ni le chef d'état-major de l'Ukraine. Nous avons éliminé toute la haute direction de l'armée iranienne et des gardiens de la Révolution, non pas une fois, mais 2 fois, car nous l'avons refait 8 mois plus tard dans une phase incroyable, alors que nous étions déjà exposés, nous. La prochaine étape incroyable était de gagner. Maintenant que nous nous étions déjà exposés, nous devions gagner immédiatement. Il fallait gagner immédiatement. La supériorité sur l'Iran et sur Téhéran à nouveau, à 1500 km d'ici, afin de pouvoir frapper avec précision et avec beaucoup de munitions tous les sites nucléaires et toutes les industries de défense de l'Iran. Il était donc très important maintenant, après le début de la guerre, de gagner immédiatement la supériorité aérienne. La Russie essaie de gagner la supériorité aérienne sur Kiev, qui n'est qu'à 100 km de la frontière. Pendant 4 ans, ils n'ont pas eu la supériorité aérienne. Les États-Unis nous ont dit que si nous pouvions obtenir la supériorité aérienne sur l'Iran, cela prendrait probablement quelques mois. Donc à Amkelavitz a pris 36 heures. Et après 36 heures, nous n'avions plus besoin de nous cacher et nous n'avions plus besoin d'opérer trop discrètement avec nos avions. Parce que toutes les industries de défense de l'Iran étaient soit détruites, soit totalement paralysées. Ensuite, bien sûr, nous avons utilisé les 12 jours à l'époque et les 40 jours maintenant avec nos alliés américains pour détruire toutes les infrastructures de défense et aussi pour nous défendre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je veux conclure en vous disant que ceci est ce qui s'est passé ici. C'est extrêmement remarquable et il y a certains éléments qui sont sans précédent. Nous écrivons la nouvelle histoire de la guerre, surtout dans le conflit entre nous et l'Iran. Premièrement, habituellement en temps de guerre, si vous parvenez à vaincre vos ennemis, il arrive parfois que vous tuiez les dirigeants et les commandants de la défense de l'autre camp pour mettre fin à la guerre. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, en 3000 à 3500 ans d'histoire humaine consignée et de conflits armés. C'est la première fois qu'un camp tue tous les hauts commandants de l'autre camp, non pas à la fin du conflit, mais dès les premières secondes du conflit. Cela n'est jamais arrivé auparavant. C'est quelque chose de totalement nouveau. Et cela n'a été réalisable, comme l'a écrit le général Tickler, qu'avec la science et la technologie. Comme il l'a écrit, sans Raphaël, nous n'aurions rien pu faire. C'est donc la première fois entre 2 pays, Israël et l'Iran, qu'il ne s'agit pas d'une opération unique comme à Entebbe, pendant 12 jours, et ensuite aussi pendant 40 jours. Mais parlons des 12 jours, nous avons échangé des tirs pendant 12 jours, et ensuite aussi pendant 40 jours. Mais parlons des 12 jours, nous avons échangé des tirs les uns avec les autres. Ils tiraient des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones longue portée contre nous. Nous en avons intercepté 96 ou 97%, et nous les frappions au-dessus de nombreux pays qui ne faisaient pas partie du conflit. C'était au-dessus de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, de l'Irak, du Koweït, de nos pays du Golfe, du Qatar, cet échange, toute cette guerre a eu lieu au-dessus de plusieurs pays qui ne faisaient pas partie de la guerre, surtout pas à Amkelavitz. Jamais auparavant une telle chose ne s'était produite. De la guerre, surtout pas à Amkelavitz. C'est la première fois dans l'histoire qu'une telle chose s'est produite. C'est la première fois dans l'histoire
qu'un camp prend la supériorité aérienne, pas dans sa proximité immédiate ou dans les environs, mais à des distances très très éloignées, si rapidement, presque immédiatement. Donc je veux conclure et, vous savez, augmenter le mystère. Quelque chose s'est passé ici. Le commandant de l'armée de l'air israélienne, ce n'était pas facile pour lui d'écrire le mot « rien ». Sans vous, nous n'aurions rien pu faire. Cette victoire très claire, décisive, cruciale sur l'Iran a été obtenue principalement avec tout le respect que je dois aux pilotes, à l'armée de l'air et aux services de renseignement. Cela a été obtenu principalement grâce à Israël et surtout à Raphaël, mais aussi à d'autres entités en Israël, à notre avance scientifique et technologique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des choses qu'aucun autre pays, même pas les grandes superpuissances du monde, peuvent concurrencer. Et c'est extrêmement important. Cela met également en évidence l'importance de notre alliance avec les États-Unis, car comme je le dis toujours, j'insiste auprès de nos amis américains, je dis que nous savons qui est le géant et qui est le nain. D'accord? D'accord? Nous ne nous trompons pas. Nous savons qui est le géant, qui est le nain, mais parfois la colombe peut aussi apporter du renseignement, des technologies, des avancées aux géants. Et parfois, ensemble, le géant et la colombe sont plus forts ensemble que chacun d'eux séparément. Merci beaucoup. Tous mes vœux de réussite.